Joe Biden a pris le contre-pied de la politique de Donald Trump sur deux plans. D'abord, sur le plan de la défense des droits de l'homme, c'est-à-dire que Joe Biden devient une sorte de champion des droits de l'homme et considère que les droits de l'homme en Arabie saoudite ne sont pas respectés, ce qui n'est pas tout à fait faux, il faut bien le reconnaître. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec aujourd'hui un retour en forme d'analyse sur la politique proche-orientale de l'administration Biden qui rencontre pas mal de déboires, il faut le dire, avec son allié pourtant traditionnel, l'Arabie saoudite, sur fond bien sûr de crise ukrainienne et de tractation avec l'Iran. Alors, pour en parler avec nous depuis Paris en ligne, le professeur André Caspi. Bonjour et shalom André. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et spécialiste de l'histoire des États-Unis. À ce titre, vous êtes aussi l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur les États-Unis, dont le dernier est paru en 2019, s'appelle La Nation armée. Et puis vous venez de faire paraître, il y a un mois, en librairie, un très long article sous forme de brochure qu'on appelle un placard. C'est une longue analyse, mais qui n'est pas exactement un livre, et qui s'intitule « Pourquoi Joe Biden va échouer », qu'on trouve en librairie. Alors, première question pour rentrer dans le vif du sujet, André. On se souvient que dès sa prise de fonction, le président Joe Biden, en janvier 2021, si je ne me trompe pas, avait tout de suite accusé Riyad, c'était l'une des premières déclarations de politique étrangère qu'il a faites, de graves violations des droits de l'homme, notamment à la fois dans l'affaire de la disparition et de l'assassinat en octobre 2018 du journaliste de l'opposition saoudienne Khashoggi, qui a été assassiné de manière atroce dans le consulat américain d'Istanbul. Et puis aussi, Biden avait mis en cause d'autres violations des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits des opposants, de manière assez surprenante à l'époque, parce que tout en clouant au pilori Riyad, il n'avait pas dit un mot sur les violations des droits de l'homme en Iran, alors que quantitativement et qualitativement, c'est évidemment bien plus étendu. Et on pouvait comprendre à l'époque que déjà, évidemment, l'administration Biden faisait la cour au régime des Mollahs pour relancer les négociations de Vienne sur le nucléaire. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que une sorte de brouille s'est installée, si je ne me trompe pas, entre Washington et Riyad, qui n'a fait qu'empirer depuis. Alors écoutez, je pense qu'il faut un peu remonter dans le temps. C'est-à-dire que juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Franklin Roosevelt a rencontré le roi Ibn Saoud. Et là, ça a été une rencontre déterminante, c'est-à-dire qu'au fond, les États-Unis ont montré tout l'intérêt qu'ils pouvaient éprouver pour l'Arabie saoudite. Alors, à l'époque, l'Arabie saoudite, c'était un pays, certes, qui produisait du pétrole, mais pas autant qu'il l'a fait par la suite. Et d'autre part, le roi Ibn Saoud ne passait pas pour un grand progressiste dans cette région du monde. Alors, par la suite, l'Arabie saoudite est devenue un allié privilégié des États-Unis, non seulement parce que du point de vue des hydrocarbures, la production saoudienne était quand même capitale, mais aussi parce que l'Arabie saoudite tenait un rôle particulier, important, privilégié, pourrait-on dire, dans la politique américaine du Moyen-Orient. Donc, il faut partir de cette idée-là. Et deuxième idée, c'est que au temps de Donald Trump, c'est-à-dire lorsque Donald Trump était président de 2017 à 2021, il a beaucoup cajolé, pourrait-on dire, Riyad, et il avait cherché à obtenir que Riyad fasse partie des accords d'Abraham. En fin de compte, dans les accords d'Abraham, je le rappelle, ce sont les accords entre Israël et plusieurs États arabes. Les accords d'Abraham n'ont pas inclus l'Arabie saoudite, mais au fond, ils n'auraient pas pu être conclus si l'Arabie saoudite s'était montrée systématiquement hostile. Et en fin de compte, entre Américains et Saoudiens, il y a de toute évidence un lien très important
qui est l'hostilité à l'Iran. Car, je le répète, mais vous le savez tous, l'Arabie saoudite, c'est le cœur du sunnisme et les Iraniens, ce sont des chiites. Par conséquent, il y a une opposition entre sunnites et chiites qui est particulièrement forte, profonde, ancienne et quasiment insoluble. Donc tout cela fait que, en principe, l'Arabie saoudite, c'est l'allié privilégié des États-Unis dans cette région du monde. Voilà. Donc voilà pour répondre à votre première question. Mais en fait, depuis la situation, alors il y a eu l'affaire Khashoggi, on en a parlé, qui a été une sorte de déclic, de prétexte, mais les choses se sont bien compliquées depuis 2018 ou 2021, l'entrée en fonction de Biden, il y a 1 an et demi, puisque devenus les alliés très actifs de Téhéran contre les États sunnites du Golfe, les miliciens qu'on appelle chiites du Yémen, les Houthis, ont multiplié ces 2 dernières années les attaques aux drones et aux missiles, non seulement contre, comme très récemment, contre plusieurs installations industrielles des Émirats arabes unis, mais surtout, ils ont commencé, il y a déjà 1 an et demi, contre des installations pétrolières, les 2 plus grandes installations pétrolières saoudiennes, en envoyant des rafales de drones qui ont fait beaucoup de destruction. Et pas plus tard que il y a à peu près 1 mois, il y a eu à nouveau des bombardements qui ont beaucoup irrité évidemment les Saoudiens, lesquels d'ailleurs font des raids aussi de représailles sur les positions des Houthis au Yémen. Mais et pourquoi ça les a beaucoup irrités? Pas seulement parce qu'ils ont été attaqués, mais parce que Washington n'a pas du tout réagi contre l'Iran, qui sont les commanditaires en fait des Houthis, par exemple en ne réinscrivant pas les Houthis sur leur liste officielle des organisations terroristes. Ils y étaient lorsque Biden est arrivé, ils en ont été retirés, ce qui a outragé l'Arabie saoudite, on peut bien sûr le comprendre. Tout cela sur fond de négociations de Vienne qui s'accélèrent et qui se sont accélérées avec l'Iran. Et donc les Saoudiens sont extrêmement à cran, on peut dire, aujourd'hui contre Washington. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que Joe Biden a pris le contre-pied de la politique de Donald Trump sur 2 plans. D'abord, sur le plan de la défense des droits de l'homme, c'est-à-dire que Joe Biden devient une sorte de champion des droits de l'homme et considère que les droits de l'homme en Arabie saoudite ne sont pas respectés, ce qui n'est pas tout à fait faux, il faut bien le reconnaître, puisque tout récemment encore, en Arabie saoudite, 81 condamnés à mort ont été exécutés, alors que pour les États-Unis, ces condamnations n'ont pas été précédées par des procès qui seraient justifiés. Et en tout état de cause, il y a de plus en plus aux États-Unis une opposition à la peine de mort. Bon, ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que Joe Biden veut absolument faire renaître l'accord avec l'Iran qui a été signé en 2015 et qui réunit non seulement les États-Unis, mais aussi des États de l'Europe occidentale, mais aussi la Russie, c'est-à-dire qu'au fond, et la Chine, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une volonté de la part des États-Unis de retrouver avec ces accords une manière de relation satisfaisante entre les États-Unis et l'Iran. Et bien évidemment, dans quel but? Le but, c'est d'essayer d'empêcher l'Iran d'accéder à la puissance nucléaire, ce qui satisferait bien sûr les États-Unis, ce qui satisferait aussi beaucoup, encore plus, Israël. C'est-à-dire qu'au fond, depuis janvier 2021, Joe Biden poursuit cette politique qui est de reprendre contact avec Téhéran pour obtenir satisfaction. Et il est évident que dans cette perspective-là, il essaye de se détacher de Riyad, c'est-à-dire de l'Arabie saoudite, puisque les Saoudiens et les Iraniens sont en hostilité permanente, profonde et quasiment insoluble. Ce qui explique que entre Joe Biden et puis
le prince Mohammed, qu'on appelle MBS, qui est le principal représentant Mohamed politique. Ben Salman, c'est pour ça, MBS. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, tout cela fait qu'il y a entre les États-Unis et l'Arabie saoudite un refroidissement très net qui s'est manifesté depuis janvier 2021. Voilà. Donc, ça, c'est la situation, si vous voulez, avant que se crée cette crise du pétrole qui a commencé notamment avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors justement, j'allais vous poser la question suivante, c'est que les choses se sont encore plus envenimées ces dernières semaines, depuis donc l'invasion fin février, l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie, puisque dans le sillage des sanctions qui ont été prises par les États-Unis et les pays occidentaux, et du fait du chamboulement que ces sanctions ont occasionné dans les marchés pétroliers et des hydrocarbures, Washington s'est retourné brusquement, comme si de rien n'était, vers son allié, ex-allié en tout cas, saoudien, et aussi au niveau des Émirats arabes unis, pour leur demander d'augmenter leurs exportations de gaz et de pétrole, notamment vers l'Europe, parce qu'il y en a beaucoup moins qui vont vers les États-Unis. Et en fait, il semble que cette demande assez brusque de Washington a été boudée jusque-là par les Saoudiens et par les Émiratis. Oui, ça c'est ce que vous dites est tout à fait exact. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les Américains n'ont pas besoin, ou n'ont pas le plus grand besoin, disons, du pétrole saoudien. Mais à partir du moment où des sanctions économiques et financières ont été prises contre la Russie, cela veut dire que le pétrole et le gaz russe doivent en principe ne plus approvisionner l'Europe occidentale. Et de ce fait-là, vous voyez, c'est un enchaînement. Les États-Unis, qui sont indépendants pour leur consommation de pétrole, parce que depuis 2018, ils sont tout à fait satisfaits par leur propre production, les États-Unis constatent que le prix du pétrole, le prix du gaz ne cesse pas d'augmenter. Je vais vous donner un exemple. Vous savez l'importance que tient l'automobile dans la culture américaine. C'est-à-dire qu'au fond, les Américains, sans leur automobile, seraient perdus, et l'automobile est un véritable instrument de travail. Or, le gallon, ça correspond à 3 litres 78. Hein. Le gallon d'essence est passé en un an de 2,70 $ à 4,18 $. C'est-à-dire qu'il n'a pas doublé, mais c'est tout comme. Et si vous prenez le cas de la Californie, où s'ajoutent des taxes écologiques, le même gallon, lui, a dépassé largement les 5 $. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque d'inflation aux États-Unis qui tient non pas au manque de pétrole pour les Américains, mais à la rareté ou à la raréfaction du pétrole dans l'ensemble du monde occidental à cause des sanctions qui sont appliquées contre la Russie. Donc, la réaction de Washington, c'est de demander à ses alliés de produire davantage de pétrole pour éviter que les prix continuent à augmenter et pour obtenir peut-être que les prix du pétrole et du gaz baissent. Alors les États-Unis se sont adressés par exemple au Venezuela avec lequel ils n'avaient pas de relation très, très cordiale depuis quelque temps. Ils se sont adressés à l'Arabie saoudite. Ils ont demandé à ces deux pays de bien vouloir augmenter leur production de pétrole pour que le pétrole soit plus accessible à l'Europe et qu'en même temps, cela évite aux États-Unis même une inflation qui nuit beaucoup à la position politique du président. Vous voyez qu'il y a un enchaînement extrêmement compliqué, mais un enchaînement qui est mondial. Absolument, et que global. Tout cela provient des sanctions économiques et financières
qui sont appliquées contre la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Alors, il y a quelque chose qui complique encore plus le jeu, si je puis dire, et c'est une analyse que vous avez faite dans plusieurs médias écrits. Un autre élément qui complique ce duo déjà dissonant entre Riyad et Washington, c'est le rôle de plus en plus insidieux et en même temps actif de la Chine qui occupe une place grandissante en devenant justement de plus en plus influente sur les États de la région. Ainsi, les Saoudiens seraient sur le point d'accepter que leur pétrole soit payé en monnaie chinoise, le yuan, ce qui constituerait alors, si ça devait se faire, une flagrante remise en cause de la suprématie monétaire et donc politique du dollar américain. Et donc, il n'y a pas seulement la question de la Russie, c'est vrai, on n'a pas signalé, mais ça va de soi que l'hostilité anti-russe des États-Unis, surtout depuis l'invasion en Ukraine, n'est pas forcément systématiquement partagée par les pays du monde arabe de manière aussi univoque. Mais maintenant, il y a le rôle de la Chine qui, elle, agit sûrement et lentement, mais efficacement. Et donc, ça complique le jeu encore plus. Bien entendu, c'est-à-dire qu'au fond, la Chine est présente dans cette région du monde. Elle est présente en Iran et elle est présente également dans le reste du Moyen-Orient. C'est-à-dire que la Chine, petit à petit, manifeste son influence, et son influence, elle est à la fois industrielle, monétaire, idéologique. Non pas que le Moyen-Orient puisse devenir communiste à la manière de Pékin, mais en tout état de cause, cela veut dire qu'il y a un rapprochement qui se manifeste avec la Chine. Et dans le même temps, l'Arabie saoudite se demande sans doute quel intérêt elle pourrait avoir à pratiquer des sanctions contre la Russie, ou quel intérêt elle pourrait avoir à aider celles et ceux qui pratiquent des sanctions contre Vladimir Poutine. Parce qu'il va de soi que la Russie fournit aussi un certain nombre de produits dont le Moyen-Orient a besoin, par exemple le blé. Et tout cela explique que l'Arabie saoudite ne s'est pas précipitée pour annoncer des sanctions contre la Russie et contre l'invasion que les Russes ont entreprise contre l'Ukraine. Et tout cela fait qu'il y a entre les Saoudiens et les Américains des causes de divergence, des causes de friction, qui font que aujourd'hui, Riyad et Washington ne sont plus tout à fait sur le même plan, c'est-à-dire qu'il y a des réticences très fortes de la part de Riyad à l'encontre des propositions que lui adresse Washington. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce que cela veut dire qu'il y a un changement qui s'opère au Moyen-Orient. On constate que les États-Unis sont un peu moins présents dans cette région du monde. Ils n'ont évidemment pas dénoncé les accords d'Abraham, mais ils sont en somme moins présents que ne l'était par exemple Donald Trump. Et tout cela contribue sans aucun doute à renforcer l'hostilité de certains Saoudiens à l'encontre des Américains, ou en tout cas, cela contribue à creuser le fossé entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Alors une dernière ultime question, il nous reste moins de 3 minutes, si vous voulez, qui débouche sur la situation ukrainienne. Malgré leurs mauvaises retombées, on vient de le voir au Moyen-Orient, les sanctions américaines dans la crise donc ukrainienne qui ont été décidées très vite dès le départ, est-ce qu'elles ont, jusque-là, il est peut-être un peu trop tôt pour tirer encore un bilan, mais est-ce qu'elles ont réussi jusque-là pour éviter aux États-Unis de faire la guerre en Europe ? C'est-à-dire que le but des sanctions, c'est précisément d'éviter de faire la guerre. Lorsque Joe Biden est allé en Pologne tout récemment, il a bien indiqué que tant que les Russes n'attaqueraient pas un pays qui fait partie de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'OTAN, il n'interviendrait pas. Alors, les Américains livrent des armements, beaucoup d'armements pour plusieurs milliards de dollars à l'Ukraine. Les Américains dénoncent autant qu'ils le peuvent les agresseurs que sont les Russes, mais ils ne veulent pas entrer en guerre. D'ailleurs, dès
le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Joe Biden n'a pas manqué de dire qu'il n'y aurait pas d'intervention militaire des États-Unis en Ukraine. Entre nous soit dit, il a certainement eu tort d'exclure cette possibilité, mais enfin ça c'est une affaire qui ne nous regarde pas directement. Mais en tout état de cause, cela veut dire que aujourd'hui, les États-Unis ne veulent surtout pas faire la guerre en Ukraine. Ils veulent bien aider les Ukrainiens, mais à condition que les Ukrainiens gagnent eux-mêmes cette bataille contre la Russie de Poutine. Eh bien, merci de ce tour d'horizon assez complet, finalement dans des pays et je dirais, dans des situations qui sont imbriquées les unes dans les autres, qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Merci pour votre temps, André Caspi. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.